Madame Hartmann, est-ce que tout va bien? Je n'ai pas pu lui répondre tout de suite. Pas parce que je pleurais, même si cela aurait eu plus de sens, n'est-ce pas? Pas non plus parce que j'étais en colère, ce qui aurait été encore plus compréhensible compte tenu de tout ce qui avait mené à cet instant, de tout ce qui s'était accumulé pendant des années jusqu'à se condenser, d'une certaine manière, en ce seul document juridique posé sur mon bureau, par un après-midi gris de novembre à Francfort. Je riais parce que, parfois, l'univers construit un moment avec une ironie si précise, presque architecturale, que la seule réponse honnête possible est le rire. Celui qui naît au fond de la poitrine et remonte, que vous le vouliez ou non. Le genre de rire qui n'a absolument rien à voir avec quelque chose de drôle. Madame Hartmann? Vous êtes toujours là? Je suis là, ai-je réussi à dire. Je vais parfaitement bien. S'il vous plaît, donnez-moi juste un instant. J'ai posé le téléphone sur mon bureau, face vers le haut, pour voir le nom de l'avocat à l'écran, l'appel toujours en cours, les secondes qui s'égrenaient. Dehors, Francfort faisait ce qu'elle fait chaque mois de novembre, sans s'excuser, une lumière grise s'abattait sur tout, écrasait la ville sous un ciel couleur béton usé, transformait le Main en un miroir sombre et indifférent, qui ne renvoyait aucune chaleur. Le chauffage de mon appartement fonctionnait très bien, mais je me sentais quand même froide. Un froid qui ne venait pas de la température. J'ai regardé de nouveau le document. J'ai observé l'entête propre, coûteux, un cabinet avec des bureaux près des tours du West End. J'ai vu le nom de mon père imprimé en caractères formels. Puis j'ai relu lentement la clause précise que l'avocat avait signalée dans une mise en forme professionnelle soignée, celle avec le petit post-it jaune à côté, sur lequel on pouvait lire, d'une écriture nette, à vérifier, nécessite votre signature. J'ai ri à nouveau. Plus doucement, cette fois. Plus intérieurement. Le genre de rire qui sait déjà qu'il va se transformer en autre chose avant la fin de la nuit, quelque chose de plus lourd, quelque chose qu'il faudra affronter, comprendre, puis, lentement, laisser partir. J'ai repris le téléphone. Très bien, ai-je dit. Veuillez m'expliquer la clause encore une fois. Depuis le début. Il faut que vous compreniez quelque chose à propos de mon père avant que tout cela ait un sens, avant que cela prenne la forme qu'il devrait avoir. Car la tentation, quand on raconte une histoire comme celle-ci, est de transformer la figure centrale en quelque chose de simple et de catégorique. Un méchant. Un monstre. Quelque chose aux contours évidents que l'on peut désigner en disant « voilà, c'est ça qui a causé les dégâts ». Mais Marcus Hartmann n'était pas un méchant, et c'est précisément ce qui rendait le fait de vivre dans sa conception de la paternité si discrètement, si constamment difficile. Les méchants sont lisibles. On les identifie, on les nomme, on prend de la distance, et finalement, si l'on fait le travail, on guérit. Mon père était bien plus difficile à définir. C'était un homme qui avait décidé, quelque part au fond de sa formation, bien avant mon arrivée dans sa vie, que l'amour s'exprimait le plus honnêtement par l'évaluation. Que prendre soin de quelqu'un signifiait lui imposer un standard, le mesurer en permanence, et s'assurer qu'il comprenne, à tout moment, par tous les moyens possibles exactement où il se situait. Il était ingénieur en structure de profession, et j'ai souvent pensé que ce n'était pas un hasard. Il comprenait le monde en termes de charge portante. Tout avait une fonction, une tolérance, un point de rupture si la pression dépassait sa capacité. Il appliquait ce cadre au bâtiment, au projet, aux collègues, et, avec la même précision et la même neutralité émotionnelle, à ses enfants. Avec mon frère Daniel, les évaluations étaient, presque sans exception, favorables. Daniel avait 2 ans de plus que moi et était né avec le don particulier de notre père, un esprit linéaire, qui va d'un point à l'autre sans perdre le fil, sans revenir en arrière, sans ce type de pensée latérale, instinctive, parfois chaotique que je portais depuis l'enfance comme une seconde peau dont je ne savais pas me défaire. Daniel a étudié l'économie. Daniel a rejoint l'une des banques dont on peut voir les tours depuis le Main par temps clair, ces monuments de verre à l'ambition organisée que mon père nous montrait quand nous étions petits en disant, à sa manière discrète, que c'était là que finissaient les gens sérieux. Daniel a acheté son appartement dans le West End avant ses 30 ans. Il a épousé Sophie, chaleureuse et compétente, qui savait naviguer face à mon père avec une aisance que j'ai longtemps observée sans jamais parvenir à la reproduire. Et il est devenu, dans la comptabilité privée de Marcus Hartmann, la preuve que l'investissement avait porté ses fruits. Moi,
J'étais la variable qui ne se résolvait pas. Le design graphique, et plus précisément en freelance, n'était pas une catégorie à laquelle le cadre de mon père accordait une place. Il ne le disait pas souvent, ni directement. Il n'en avait pas besoin. Cela se lisait dans la qualité de son attention quand je parlais de mon travail, un léger mais indéniable assombrissement, comme une pièce dont on aurait baissé la luminosité d'un cran, perceptible seulement si l'on observait attentivement, et j'avais toujours observé attentivement. Cela se lisait dans les questions qu'il posait, ou plutôt dans celles qu'il ne posait pas. Les projets de Daniel suscitaient des questions de suivi. Les miens recevaient une reconnaissance polie, puis le silence, l'équivalent conversationnel d'une porte refermée avec un soin excessif. Ma mère, Anna, était le système météorologique entre nous, le front chaud qui arrivait après les siens, adoucissant ce qu'il avait durci, traduisant ses paroles en quelque chose qu'un enfant, puis une jeune femme, puis une fille adulte pouvait absorber sans s'effondrer complètement. Elle n'était pas complice de manière délibérée. Elle m'aimait, je n'en ai jamais sérieusement douté, mais elle avait fait, depuis longtemps, le calcul pragmatique qu'une opposition ouverte à Marcus coûtait plus qu'elle ne rapportait. Alors elle traduisait. Elle amortissait. Elle suivait ses jugements les plus durs par quelque chose de plus doux, censé compenser, mais qui, comme je l'ai compris bien plus tard, ne faisait souvent que confirmer ce qu'il avait dit, tout en adoucissant la surface. Tu sais comment est ton père. Il s'inquiète pour toi. Il s'exprime simplement différemment. Il s'exprime simplement différemment. Comme si la cruauté et l'inquiétude n'étaient que deux dialectes d'une même langue. L'accumulation s'est faite au fil des années. C'est ça, avec ce genre de dommages, il n'arrive pas en un seul événement que l'on peut pointer du doigt en disant, c'est là que tout a commencé. Ils arrivent en couches. Dans les dîners du dimanche où je disais quelque chose et voyais l'attention de la table glisser, presque imperceptiblement, vers Daniel. Dans la manière dont ma mère demandait, à la fin de chaque appel, si tout était stable, ce mot, toujours ce mot, comme si ma vie était un patient sous surveillance clinique permanente et que le meilleur résultat possible était simplement que rien n'empire. Dans les petits intérêts composés d'être traités, année après année, comme l'investissement le moins lisible de ces deux enfants. J'ai traversé une période difficile au milieu de la vingtaine. Une relation à laquelle je croyais entièrement, et qui s'est terminée d'une manière dont il m'a fallu bien plus de temps que prévu, et, honnêtement, plus que ce qui semblait raisonnable aux yeux des autres, pour me remettre. Je suis resté à vif longtemps. Visiblement, inconfortablement à vif, dans une famille qui considérait les difficultés émotionnelles comme quelque chose à traverser efficacement, comme un train en retard regrettable, noté, mais pas quelque chose qui doit perturber l'horaire général plus longtemps que nécessaire. Mon père, lors d'un dîner à cette époque, m'a dit avec une inquiétude sincère dans la voix qu'il espérait que j'utiliserais cette expérience pour développer des attentes plus réalistes. Des relations. De moi-même. Il l'a dit sur le ton d'un homme qui donne une information utile, comme on dirait à quelqu'un que son GPS l'a envoyé dans la mauvaise direction. Utile. Pratique. Totalement dépourvu de compréhension que la personne assise en face de lui n'était pas un système défaillant à recalibrer, mais un être humain qui se noyait en silence et qui était venu à ce dîner en espérant, sans vraiment l'admettre, quelque chose de plus chaleureux qu'une simple observation corrective. J'ai souri. J'ai répondu quelque chose de neutre. Je suis rentrée ensuite et je suis restée assise dans ma voiture, devant mon immeuble, pendant 20 minutes avant de me sentir capable de monter. C'était le schéma. Ça a toujours été le schéma. J'ai eu 30 ans en novembre, un samedi, lorsque le premier vrai froid de la saison s'est installé et que Francfort a adopté sa posture hivernale, col relevé, rythme accéléré, l'efficacité habituelle de la ville encore aiguisée par le désir d'être à l'intérieur. Ma mère avait organisé un dîner dans un restaurant près du Römerberg, l'un de ces endroits de la vieille ville qui donnent l'impression d'accueillir les moments importants des gens depuis des siècles, devenus sages et inébranlables à force. Bois sombre, lumière des bougies, une carte des vins traités avec respect, une chaleur qui n'existe qu'en contraste avec le froid de la rue. Daniel et Sophie sont venus. Mon père est venu, avec la veste sombre qu'il portait pour les occasions qu'il jugeait importantes. Ma mère s'était soigneusement préparée et était d'humeur organisée et enthousiaste. Et pendant la première partie de la soirée, je dois le dire clairement, parce que la vérité compte plus qu'une version plus propre, c'était vraiment bien. Il y a eu des rires. Des souvenirs d'enfance qui étaient réellement drôles, sans sous-entendu.
Sophie a fait une blague parfaite. J'ai bu du bon vin, regardé ma famille à la lumière des bougies, et, pendant un moment, j'ai ressenti quelque chose de simple. Puis mon père s'est levé pour porter un toast. Il l'a fait comme il faisait tout sans théâtralité, sans sembler conscient que ce qu'il allait dire demandait peut-être plus de délicatesse qu'il n'était prêt à en offrir. Il a levé son verre, m'a regardé, et a dit qu'il espérait que la trentaine m'apporterait plus de direction que la vingtaine. Qu'il espérait que j'utiliserais ces années pour enfin construire quelque chose de stable. Qu'il avait toujours eu du mal, a-t-il dit, sa voix marquée d'un léger inconfort, à comprendre mes choix. Qu'il se demandait parfois si j'avais réellement la clarté mentale nécessaire pour construire une vie dont on puisse être fier. Il a terminé. Il a souri, un vrai sourire, pas cruel, celui d'un homme persuadé d'avoir dit quelque chose d'honnête, d'utile, de paternel. Il a bu. Il s'est assis. La table est devenue silencieuse, de ce silence précis et tendu qui s'installe quand quelque chose a été dit, que tout le monde l'a entendu, et que personne ne va le relever. Sophie a regardé son verre comme s'il était soudain fascinant. Daniel a pris le pain et l'a tenu un instant sans savoir quoi en faire. Le visage de ma mère a traversé plusieurs expressions en 2 secondes avant de se fixer sur quelque chose de soigneusement neutre, l'expression qu'elle avait perfectionnée pendant 30 ans pour ces moments précis. Et moi, je suis restée immobile. Les bougies brûlaient. Le restaurant continuait autour de nous, chaleureux et indifférent, rempli des soirées ordinaires des autres. Un couple riait 2 tables plus loin. Un serveur passait avec un plat qui sentait le beurre et le thym. Le monde continuait, totalement inconscient que quelque chose venait de se déplacer définitivement à notre petite table près de la fenêtre. Ce que j'ai ressenti, à cet instant, n'était pas de la colère. La colère est venue plus tard, sous une forme plus nette, plus gérable. Ce que j'ai ressenti, là, était plus ancien, plus fondamental, la sensation d'être regardé à travers, au point que celui qui regarde ne perçoit même pas l'impact de son regard. Mon père n'essayait pas de me blesser, ce soir-là, pour mon anniversaire. C'est une phrase que j'ai retournée dans tous les sens, encore et encore, parce qu'elle est à la fois totalement vraie et totalement insuffisante. Il n'essayait pas de me blesser. Il n'a simplement jamais envisagé que ce qu'il disait pouvait me blesser, parce que, dans son modèle intérieur, je n'étais pas tout à fait réel pour cela. J'étais une catégorie. Un dossier. Une évaluation structurelle. Pas une femme assise à une table éclairée à la bougie, le soir de ses 30 ans, serrant un peu trop fort son verre de vin, essayant de décider si elle devait pleurer, crier, ou simplement se lever et partir sans jamais revenir. Je n'ai fait aucune de ces choses. J'ai fait ce que j'avais toujours fait. J'ai souri. J'ai dit quelque chose de léger, d'évasif. J'ai survécu au reste du dîner en m'en retirant émotionnellement tout en restant assise à ma place, une compétence que l'on développe si progressivement dans certaines familles qu'on ne se rend même pas compte que c'en est une, jusqu'à bien plus tard, lorsqu'on commence à comprendre ce que cela nous a coûté de l'apprendre. Sur le parking ensuite, manteaux enfilés, la buée visible dans l'air froid de la nuit, la soirée officiellement terminée, mon père a dit quelque chose à ma mère, pas à moi, à ma mère, alors que j'étais assez près pour entendre chaque mot qu'il trouvait vraiment dommage, supposait-il, que je n'ai jamais tout à fait eu la vivacité d'esprit que les choses exigeaient. Il a utilisé un mot allemand que je ne mettrai pas ici. Cela est tombé en moi comme une pierre jetée dans une eau immobile. Les cercles se sont propagés et ont continué de s'étendre longtemps après. Je suis rentrée seule en voiture, traversant le pont, le main noir, plat et froid sous moi, les tours du quartier bancaire se reflétant dans l'eau, toute cette ambition organisée miroitant dans l'obscurité. J'ai franchi la rivière. Je me suis garée. Je suis restée assise dans la voiture. Puis je suis sortie, je suis montée, je me suis préparé du thé et j'ai laissé la porte se refermer. Pas en claquant. Ce n'a jamais été mon style, et puis cela n'aurait pas été honnête, une porte qui claque suppose un moment de chaleur, et ce que j'ai ressenti ce soir-là était l'exact opposé. J'ai ressenti l'arrivée d'une compréhension froide, claire, absolue. Que j'avais passé 30 ans à essayer d'être lisible pour un homme dont je ne parlais pas la langue et dont le dictionnaire ne me contenait pas. Et que continuer d'essayer n'était pas de la persévérance. C'était de l'effacement de soi. Un effacement de soi lent, poli, bien élevé, exécuté avec une telle constance que j'avais presque fini par me convaincre que c'était simplement ainsi que les choses étaient.
J'ai cessé d'appeler. J'ai cessé d'apparaître au dîner, au fait, à ces mises en scène de la cohésion familiale que tout le monde accepte de maintenir bien après qu'elle ait cessé d'avoir une fonction honnête. J'ai appelé ma mère séparément, avec précaution, avec la chaleur que je ressentais réellement pour elle et une peine que je ne montrais pas entièrement. Je lui ai dit que j'avais besoin de distance. Elle l'a reçu calmement, comme elle recevait la plupart des choses difficiles, avec une sorte de maîtrise acquise qui dissimulait sans doute plus qu'elle ne révélait. Elle n'a pas insisté. Elle a peut-être compris plus que ce que nous avons mis en mots. Ce Noël-là a été le premier que j'ai passé en dehors de la table familiale. Katharina, mon amie la plus proche, ma partenaire créative, une femme que j'avais rencontrée lors d'une conférence à Munich 3 ans plus tôt et qui avait le don de voir les gens avec une précision inconfortable et de les aimer malgré tout, m'a invitée chez elle, dans son appartement à Bornem. Nous avons trop mangé, regardé de vieux films, débattu gentiment de choses sans importance, puis marché dans le marché de Noël du Remerplatz, dans le froid, des gobelets de gluant à la main, observant les enfants se faufiler entre les chalets en bois illuminés, la cathédrale s'élevant derrière tout cela, silencieuse, immense et ancienne. Je me souviens m'être arrêté un instant au milieu de tout cela, les lumières, l'odeur de pain, de cannelle et d'amandes grillées, le murmure chaud et feutré des gens de bonne humeur, et avoir ressenti quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Un soulagement si complet et si soudain qu'il m'a presque fait vaciller. Le soulagement précis, inhabituel, d'être quelque part où l'on n'attendait rien de moi. Aucune performance. Aucune surveillance. Aucun ajustement minutieux de la part de moi-même qu'il convenait d'apporter à la table. Juste l'air froid, la tasse chaude, les lumières, et Katharina à mes côtés, disant quelque chose de typiquement acéré et drôle qui m'a fait rire sincèrement, jusqu'au bout. Je n'avais pas réalisé jusque-là combien d'énergie j'avais consacré, pendant des années, à gérer l'image que je donnais au sein de ma propre famille. Quelle part immense de ma vie intérieure avait été absorbée par ce projet constant et épuisant d'essayer de paraître assez stable, assez lucide, assez dirigé, pour éviter la qualité particulière d'attention que mon père accordait aux choses qu'il jugeait structurellement défaillantes. J'ai construit quelque chose au cours des 2 années qui ont suivi. Pas de manière spectaculaire. Pas en ligne droite. Mais régulièrement. Un studio qui m'appartenait, de cette manière dont les choses que l'on construit lentement à partir de ses propres choix deviennent nôtres d'une façon que les choses héritées n'atteignent jamais tout à fait. Une clientèle qui grandissait pour devenir quelque chose dont j'étais sincèrement fier. Une amitié avec Katharina devenue l'une des relations les plus honnêtes de ma vie. Des matinées qui m'appartenaient. Des soirées au bord du fleuve lorsque la lumière traversait les nuages d'hiver de cette manière particulière propre à Francfort, transformant l'eau en bronze pendant 20 minutes avant l'arrivée de l'obscurité, et je restais là, sur la rive sud, ressentant, pas exactement du bonheur, mais une présence. Quelque chose de réel. Comme quelqu'un qui occupe la juste quantité d'espace. L'enveloppe est arrivée un mardi. Je rentrais tard d'un rendez-vous client, encore en manteau, les clés à la main, lorsque je l'ai vue au sol avec le reste du courrier. L'adresse du cabinet d'avocat était gaufrée au dos. Mon nom complet sur le devant, Victoria Hartmann, dans une typographie si précise qu'elle semblait imprimée par quelqu'un qui voulait s'assurer absolument qu'il n'y ait aucune ambiguïté quant à la personne à qui le document était destiné. Je me suis assise sur le banc de mon entrée, celui que ma mère m'avait donné, l'une des rares choses que j'avais conservées d'avant, et je l'ai ouverte. C'est ainsi que je me suis retrouvée au téléphone avec un avocat, un après-midi gris de novembre, riant d'une manière qui n'avait presque rien à voir avec quoi que ce soit d'amusant. Il m'a tout réexpliqué lorsque je le lui ai demandé. Avec soin, avec professionnalisme, de la manière dont les avocats expliquent les choses lorsqu'ils sentent que la personne à l'autre bout du fil traite plus que les seuls aspects juridiques. Ma grand-mère, Oma Gerda, la mère de mon père, la femme qui était morte quand j'avais 19 ans et qui m'avait parlé toute mon enfance comme si j'étais exactement aussi intelligente, exactement aussi digne, exactement aussi pleine de potentiel que je l'étais, avait ouvert un compte d'épargne à mon nom lorsque j'avais 7 ans. Elle y avait contribué pendant de nombreuses années. Le montant n'était pas énorme, mais l'intention derrière était absolue, personnelle et entièrement dirigée vers moi. Elle m'en avait parlé une fois, quand j'avais peut-être 12 ans, assise dans sa cuisine à Sachsenhausen, un autre quartier de Sachsenhausen que celui où je vis maintenant, une rue plus calme, un appartement en rez-de-chaussée rempli de plantes et de lumière d'après-midi, avec du café et du pflaumenkuchen sur la table entre nous, ses mains chaudes autour de sa tasse,
ses yeux d'une clarté que certains vieillards possèdent, cette clarté qui vient d'avoir vu assez de choses pour ne plus se laisser troubler par le superficiel. Cet argent est à toi, Victoria, avait-elle dit. Quand tu en auras besoin, il sera là. Il n'est pour personne d'autre. Il est pour toi. Mon père s'était ajouté au compte des années plus tard. Un arrangement administratif, le genre de décision pratique qui se prend dans les familles sans cérémonie ni explication, le genre de choses qui semble sensé et neutre sur le moment et ne révèle ses implications que bien plus tard, dans des circonstances précises, lorsqu'un avocat lit une clause au téléphone à une femme assise seule dans son appartement. En raison de la structure du compte. En raison de certains aspects juridiques que je ne suis pas qualifié pour expliquer entièrement. En raison de la manière particulière dont ma grand-mère avait établi le compte et de la façon dont le nom de mon père y avait été ajouté par la suite, mon père ne pouvait pas renoncer à ses droits sur ce compte sans ma signature. Ni l'intervention de son avocat. Ni la coopération de Daniel. Ni aucune solution administrative de contournement que son cabinet avait apparemment déjà envisagée avant de conclure qu'il n'existait aucune voie qui ne passe directement par moi. Il avait besoin que je signe un document confirmant, dans un langage juridique dûment attesté, que l'argent que ma grand-mère avait mis de côté pour moi, spécifiquement pour moi, à mon nom, avec intention, était bien le mien. L'homme qui avait remis en question mon intelligence lors de mon propre dîner d'anniversaire. Qui avait prononcé un mot que je ne répéterai pas sur un parking froid alors que j'étais assez près pour l'entendre. Qui avait passé 3 décennies à communiquer, par tous les canaux indirects à sa disposition, que j'étais l'instable, celle qui pensait de manière confuse, la variable qui ne se résolvait en rien de solide, cet homme avait désormais besoin de ma participation. De ma participation spécifique, irremplaçable, juridiquement nécessaire. Il avait essayé de trouver une autre solution, et il n'y en avait pas. Alors son avocat avait été chargé de me localiser, de me contacter et de me demander, avec courtoisie professionnelle, d'avoir l'amabilité d'être suffisamment compétente pour tenir un stylo. Je suis restée longtemps avec cela après avoir raccroché. Je ne l'ai pas fait attendre longtemps, et je veux être claire sur la raison, parce que cela compte. Ce serait peut-être une histoire plus satisfaisante si je l'avais fait attendre. Si j'avais utilisé le levier de ma signature nécessaire comme outil de négociation, en tirant quelque chose de cette situation, en le forçant à venir à moi avec quelque chose qui ressemble à une reconnaissance ou à une responsabilité avant de coopérer. Mais ce n'est pas ce que j'ai fait, et la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait est la même que celle pour laquelle j'avais cessé d'assister à ces dîners 2 ans plus tôt, je n'étais plus intéressé à fonctionner dans son cadre. Même pas stratégiquement. Même pas pour gagner. J'ai signé le document parce que cet argent était à moi. Parce que ma grand-mère me l'avait destiné, l'avait dit clairement, l'avait inscrit noir sur blanc et dans le droit, et que la seule chose entre lui et moi était une signature qui, moralement, m'appartenait déjà. Revendiquer ce qui est à vous n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une concession. C'est l'acte le plus simple de reconnaissance de soi. J'ai fait authentifier le document chez un notaire près de la Hauptwache un jeudi matin, la ville s'agitant autour de moi dans son habituel hâte déterminée de Francfort, des navetteurs, des banquiers, des livreurs à vélo, des étudiants, tous allant quelque part avec cette vitesse particulière que génèrent les villes financières, cette impression que l'immobilité appartient à d'autres endroits. Je suis ressorti dans le froid avec l'enveloppe sous le bras et je suis resté un instant sur le trottoir, regardant la ville en mouvement, ressentant quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Pas du triomphe. Le triomphe aurait signifié que je me souciais encore du conflit. Ce que j'ai ressenti était plus silencieux et plus durable que cela. Quelque chose comme un achèvement. Comme une phrase restée inachevée pendant des années qui, de la manière la plus inattendue, avait enfin trouvé son point final. Ce soir-là, j'ai écrit une lettre à mon père. Je me suis assise à mon bureau, la ville sombre derrière les fenêtres et le chauffage qui cliquetait dans les murs, et je l'ai écrite à la main, sur du papier, parce que certaines choses ont besoin de devenir physiques. Elle n'était pas longue. Elle n'était ni mise en scène, ni dramatique, ni construite pour un public. Juste honnête, d'une manière que je n'avais pas pu être avec lui pendant la majeure partie de ma vie, parce que l'honnêteté en sa présence avait toujours ressemblé à remettre une arme à quelqu'un. Je lui ai dit que le document était signé et serait renvoyé par l'intermédiaire de son avocat. Je lui ai dit que j'avais compris depuis longtemps, clairement, non pas dans la confusion, mais avec lucidité, exactement ce qu'il pensait de moi.
Et je lui ai dit que j'avais passé les 2 dernières années à découvrir, jour après jour et décision après décision, que son jugement n'était pas la vérité de ce que j'étais. Que cela ne l'avait jamais été. Que c'était autre chose, sa propre peur, sa propre limite, son incapacité à accorder de la valeur à ce qu'il ne pouvait pas mesurer, soigneusement habillé dans le langage de la préoccupation, de la pensée structurelle et de la responsabilité paternelle. Je lui ai dit que sa mère savait qui j'étais. Qu'elle avait mis de l'argent de côté pour cette femme, celle qu'il avait passé des années à essayer de me convaincre qu'elle n'existait pas tout à fait, parce qu'elle avait cru en elle avant que je n'apprenne à croire en moi-même. Je lui ai dit que je lui étais reconnaissante d'une manière qui dépassait tout ce que je pouvais exprimer avec des mots. Et puis je lui ai dit que s'il souhaitait un jour avoir une conversation honnête, pas une conversation contrôlée, pas une conversation traduite, pas une conversation médiatisée par la politesse ou par la mise en scène familiale ou par la fiction confortable selon laquelle ce qu'il m'avait dit au fil des années avait été autre chose que ce que c'était, je serais prête à m'asseoir en face de lui et à la voir. Et si cette conversation ne venait jamais, ai-je écrit, je le comprenais. Et j'avais fait la paix avec cela. Vraiment. Pas comme une performance de paix, mais la vraie, celle qui a un coût pour être atteinte et qui reste avec vous une fois qu'elle est là. J'ai scellé l'enveloppe. Je l'ai adressée à la maison de Niderad, ma maison d'enfance, celle avec le jardin que ma mère avait entretenu pendant 30 ans, celle qui appartenait désormais, légalement, à Daniel. Je l'ai tenue un instant, puis je l'ai laissé partir. Cette nuit-là, j'ai marché le long du Main, tard, quand la ville s'était installée dans sa version nocturne d'elle-même, plus calme, plus honnête, l'énergie performative du jour relâchée. Les tours de l'autre côté de l'eau étaient illuminés, comme toujours, ces monuments de verre à l'ambition organisée que Francfort porte comme une déclaration d'intention. Le fleuve coulait sous les quais, sombre, patient, totalement indifférent à tout ce qui était construit au-dessus. Les fleuves sont ainsi. Ils survivent aux villes qui se développent le long de leurs rives. Ils coulaient avant que quiconque ne décide d'y ériger des tours, et ils couleront longtemps après. J'ai pensé à Oma Gerda. À sa cuisine, à son café, à ses mains posées autour de sa tasse. À la façon dont elle me regardait, non comme une catégorie, non comme une variable, non comme une structure à évaluer pour sa capacité à porter une charge, mais simplement comme une personne dont l'existence lui paraissait sincèrement intéressante et digne d'investissement. Elle avait vu en moi quelque chose que j'ai mis des années à apprendre à voir en moi-même. Elle l'avait placé dans un compte à mon nom et m'avait dit qu'il serait là quand j'en aurais besoin, et elle avait eu raison de plus de façons qu'elle ne pouvait l'imaginer lorsqu'elle l'a dit. La neige qui menaçait de tomber toute la semaine a commencé à tomber pendant que je rentrais. Légère d'abord, comme les premières neiges le sont toujours, hésitantes, presque timides, comme si elle demandait la permission avant de s'installer. Quand je suis arrivée à mon immeuble à Sachsenhausen, elle avait décidé de rester. Elle recouvrait la rue, les rebords de fenêtres, les branches nues des arbres le long du trottoir, enveloppant tout dans ce silence particulier que la neige apporte aux villes, ce bref et étrange apaisement où le bruit ordinaire de 10 000 vies menées en même temps est étouffé jusqu'à devenir presque paisible. Je me suis arrêtée devant mon immeuble et j'ai levé les yeux. La neige tombait dans l'obscurité au-dessus de Francfort. Le froid sur mon visage tournait vers le ciel. Et j'ai pensé à la femme que j'étais à 30 ans, assise dans un restaurant près du Römerberg, les mains posées sur ses genoux et son sourire en place, avalant quelque chose qui aurait dû être dit à voix haute. Et j'ai pensé à la femme que j'étais maintenant, debout dans la neige avec l'argent de sa grand-mère sur un compte à son nom, une lettre en route, et absolument plus rien à prouver. 32 ans. Un studio, une amitié, une ville que j'avais choisie, une vie que j'étais en train de construire, lentement et imparfaitement, selon mes propres termes. Mon père avait eu besoin de ma signature pour finalement, sans le vouloir, m'enseigner la chose qu'il avait passé 30 ans à essayer de me convaincre fausse, que j'avais toujours été nécessaire. Pas gérable. Pas évaluable. Pas un problème structurel à résoudre. Nécessaire. Irremplaçable. La seule personne, dans toute cette situation, qu'on ne pouvait ni contourner, ni remplacer, ni retirer de l'équation. J'avais toujours été exactement suffisante. Il aura simplement fallu un avocat, un document, et un éclat de rire inattendu lors d'un après-midi gris de novembre pour que la preuve arrive par écrit. Je suis rentrée. J'ai fait du thé. J'ai écouté la ville se taire sous la neige.
Et pour la première fois depuis bien plus longtemps que je ne pouvais honnêtement m'en souvenir, j'ai laissé la lumière allumée non pas parce que j'avais peur du noir, mais simplement parce que j'aimais sa chaleur. Parce que j'étais chez moi. Parce que cette vie petite, imparfaite, entièrement mienne, était plus que ce qu'on m'avait appris à attendre. Et c'était, avais-je décidé, plus que suffisant. C'était, en vérité,